Bonjour, bienvenue pour cette deuxième capsule sur les psychiatres, les psychanalystes et les poules, voilà, comme moi. Alors, bienvenue sur Lotus Pacham, hein, pour ceux qui me découvrent, hein, évidemment, voilà, j'ai mis ma poule sur la tête parce que je suis en train de parler, évidemment, des super experts en méditation que sont devenus les psychiatres et les psychanalystes et aussi les moines très connus, visiblement, à la télé et partout dans le monde, hein, qui font des super organisations, des fondations. Vraiment, c'est des tueries, c'est des gens extraordinaires. Je veux dire, moi, je me protège, hein, si vous voulez. J'ai mis ma poule sur la tête parce que je me suis dit, moi, j'ai pas envie de me prendre la tête, vous voyez. Donc en fait là, je me suis dit bon, avec ma poule, mon cerveau va pas grossir. Je vais pas être dans la dualité du mental et puis je vais pas monter dans les tours comme ils le font. Et puis après, je vais me dire oh là là, mon mental, c'est l'Empire State Building, c'est des super immeubles qui font 45 étages comme à Shanghai, vous voyez. Donc là, je me dis, je mets ma poule sur la tête. Là, j'essaie que mon cerveau il reste bien collé. Que je sois bien dans l'humilité parce que là quand je vois ce qui leur arrive, je me dis waouh, il y a un truc qui va pas quand même, hein. Donc voilà, donc en fait ces personnes, c'est très amusant, évidemment. Ils vous parlent de méditation, de pleine conscience, voilà. Alors comment on fait, hein, comment on fait avec notre ami Christophe, hein, bien sûr. Et voilà, bon après j'aurais pu prendre n'importe quelle personne, mais là quand même là j'avais envie de m'amuser un peu. Et donc en tout cas avec ma poule sur la table, mais bon, je suis sûre que vous êtes vous êtes dans l'humilité, dans la gentillesse, dans la bienveillance, tout ce que vous dites sur internet. Donc visiblement, vous êtes avec moi quoi quand je fais ce genre de vidéo. Alors justement, avec Christophe, expert en méditation, un psychiatre et psychanalyste, hein, mes amis, précisons-le, hein. Eh bien la méditation, chers amis, c'est être en pleine conscience. Alors ça, c'est vachement bien, hein, parce que c'est ce que je dis toujours en fait à mes abonnés, hein. Je me dis mais c'est comme le lâcher prise. Voilà, vous êtes au début, vous avez un marathon à faire, hein, ou un trek ça va être 30 jours de trek dans la montagne, un truc de dingue et tout ça. Et vous êtes juste en fait au début, hein, sur la ligne de départ, hein, et le mec en fait vous explique comment vous allez passer la ligne d'arrivée. Voyez? Ah bah la méditation, c'est la pleine conscience. C'est genre moi j'y vais à fond et puis voilà, je veux péter la porte, mais la porte elle est déjà ouverte. Voyez, c'est un peu ça. C'est genre c'est la pleine conscience, tu te démerdes, hein, tu médites, hein, et puis hop, clac, ça tombe tout seul. T'es en pleine conscience. Alors, ce que je dis dans ma précédente vidéo, c'est évidemment, je veux dire, la méditation, la pleine conscience, tous ces trucs-là, déjà, il y a quand même des gens qui ont bossé là-dessus pendant 4000 ans, hein, mes amis, hein. C'est pas notre ami Christophe qui a fait un ashram pendant 1 mois en Inde, hein. Donc là, déjà, en fait, donc le mec, en fait, il sait pas de quoi trop il parle, hein, parce que le soi, il connaît pas, hein, il connaît que son ego, hein, et que son mental, hein. Lui, lui, il a fait l'Empire State dans sa cervelle, hein, on peut pas lui en vouloir, hein, c'est comme ça. Et donc en fait, il nous dit, il faut s'asseoir, hein. Super. Il faut s'asseoir, il faut redresser les épaules. Voilà, alors je redresse mes épaules, hein, Christophe, hein. Et donc en fait, il faut ressentir sa respiration. Donc voilà, donc en fait, je respire. Comme je fais souvent, d'ailleurs, vous avez pu le remarquer, je respire et en fait, il faut simplement suivre la respiration. Donc le mec qui est en train d'être en pleine dépression, ça fait 10 ans qu'il prend du Xanax, il a envie de se mettre par la fenêtre, hein, ok, il est sur son balcon. Et le mec, en fait, on va lui dire, écoute Coco, c'est pas la peine de passer par-dessus ton balcon. Il faut que tu respires, ok? Tu respires, tu t'assois, tu respires. Bon, tu te sens comment? En général, on se sent super mal. On est pris d'angoisse, on a l'impression qu'on est en train d'exploser de l'intérieur, parce que c'est exactement ce qui se passe, ok? Quand on est en pleine dépression, je vous dis, on est en train de s'écrouler intérieurement. C'est une catastrophe. Voilà. Et donc notre ami, notre cher psychiatre expert, il nous dit, il faut simplement suivre cette respiration et ressentir la respiration. Non, mais c'est génial quand même, hein? C'est génial, c'est-à-dire qu'en fait,
on fait fi de tout ce que vous avez dans votre tête, hein. Voilà, vos maltraitances physiques, vos maltraitances sexuelles, vos maltraitances psychiques, votre mère qui vous tape, votre père qui est pas cool avec vous. Non, c'est non, on vous dit non, là on parle pas de ça, hein. Non, mais ça on veut pas voir, hein. De toute façon ils sont pas là pour ça, eux ils sont là pour vendre leurs bouquins, hein. Ils sont pas là pour vous aider, hein. Donc voilà. Et donc en fait le mec ensuite il dit bah voilà, simplement suivre cette respiration. Et qu'est-ce qui arrive dans son cerveau à ce moment-là? Le corps est génial. Et ouais, le corps est génial. Le mec, il a fait 1 mois dans un ashram en Inde. Il a écrit 3 bouquins de développement personnel. Il dit le corps est génial. Et bah ouais, voilà, c'est le super conseil. Et ça tombe comme ça, voyez. Alors moi qui ai une poule sur la tête, voyez, avec tout ce que je vous raconte comme truc, quand je tire mes cartes, les tarots, les machins et tout ça, et ben en fait, lui, il a résumé ça en une petite phrase, c'est-à-dire tous les brahmanes, hein, c'est un peu comme un sutra, voilà. Le corps est génial. Christophe, vous êtes un génie. Parce que grâce à vous, je me dis c'est marrant parce que moi, ça fait des années que je fais Sutra du Lotus. Vous voyez, alors le Sutra du Lotus, c'est juste une petite phrase. Voilà, ça s'appelle Namyo Renge Kyo, mais on peut en faire d'autres, hein. Moi, j'ai fait celui-là, voilà, parce qu'il m'est tombé dans la cervelle à un moment donné, voilà. Et dans cette petite phrase, en fait, il y a toute la philosophie, tout le petit véhicule, le grand véhicule, les bonnes, les bouddhistes, voilà, tout ça, c'est dans une petite phrase. Et cette petite phrase, ce Sutra du Lotus, ça remonte à très loin. Enfin, je veux dire, il y a même eu des temples, il y a eu des Bouddhas. Enfin, il n'y avait pas que Bouddha, il y a eu plein de Bouddhas, il y a eu plein de gens, Nichiren, enfin bon, des mecs incroyables et tout ça, hein. Des mecs qui ont été capables d'être avec de l'eau et rien d'autre pendant 13 ans dans une montagne, hein. Ou même la personne que moi je trouve extraordinaire, qui est Ramana Maharshi, qui est ce yoga, je veux dire, lui, il est allé aussi dans une montagne. Christophe, vous êtes allé dans une montagne pendant 15 ans ou pendant 13 ans pour juste boire de l'eau? Non, je crois pas. Voilà, l'eau et les fruits, non, ça c'est pas votre truc, hein. Donc voilà. Et donc, en fait, vous résumez tout ça, hein, le corps est génial. Voilà. Comme les gens, ils ont fait des Védas pendant 4000 ans, hein, ils nous ont pondu des super textes védiques. Je veux dire, le yoga de la connaissance, évidemment, c'est pas. Vous pensez que c'est juste s'asseoir et puis et faire le vide? Eh ben non. Voilà. Et donc en fait, vous résumez, vous faites comme le Sutra du Lotus pour les Européens, vous résumez. Voilà, simplement respirer. Hein, il faut suivre la respiration, hein, le fil de la respiration. Mais ça, vous l'avez pas appris tout seul. Ça, je veux dire, il y a tous les yogis qui le disent, hein. Voilà. Et c'est le début. Voyez? Mais derrière, il y a plein de bouquins, il y a plein de textes, il y a plein de choses comme ça. Et vous dites, ah, le corps, c'est génial. Bah oui, le corps, c'est une création divine, hein, chers amis, hein, donc c'est sûr. Non. Mais quand on est dans la dualité du mental, on a du mal à avoir une perception, si vous voulez, qui est sur des plans, on va dire, des plans quantiques, hein, pour être très gentil, hein. Voilà. Et donc, en fait, ça, c'est le super conseil de l'expert en méditation. Donc, voilà. Et alors, je me permets, évidemment, d'être un petit peu incisive. Mais voilà, à un moment donné, il faut quand même remettre le clocher au milieu du village. Et je vais continuer d'ailleurs avec Mathieu, Mathieu qui est un moine extraordinaire, qui a un cerveau de malade mental. Enfin, je veux dire, bon, moi à côté, je vous dis, j'ai un cerveau de poule, hein, mes amis, hein, voyez bien. Hein. Et donc en fait, alors, je suis tombée sur une interview, c'était très drôle, ça concernait le Black Friday, donc évidemment, c'est notre société de consommation, hein. Bon, écoutez, on fait ce qu'on peut, hein. Nous, on bosse, hein. On a des restos qui sont fermés, on a des friteries qui sont fermées, je veux dire, on a fait des écoles de commerce, mais on peut pas bosser, je veux dire, on a fait des écoles de com, mais on peut plus créer d'événements, on est dans la merde jusqu'au trognon, on n'a plus d'argent à la banque, mais, eh bien, nous avons donc sur le Black Friday, je veux dire, et sur la société de consommation,
On a un moine qui rigole, évidemment. Ouais, il rigole, oui, parce que évidemment notre société de consommation, elle est peut-être ce qu'elle est, mais en attendant, il y a quand même 20% de gens qui ont envie de se suicider, vous voyez, justement parce que on est dans cette société-là, et c'est pas la société de consommation qui fait qu'on est dans cette situation-là, c'est les mesures qui sont prises par rapport à, on va dire, un blocus sanitaire, vous voyez. Donc en fait, voilà, bon, mais on préfère glisser sur la société de consommation parce que on préfère culpabiliser les gens plutôt que se dire que il faudrait peut-être commencer à culpabiliser les élites, hein. Surtout quand on travaille avec les élites, hein, et quand on a une organisation en fait où en fait les appels de dons, c'est beaucoup en Suisse, hein, mes amis. Donc voilà. Donc en fait, évidemment notre cher moine, voilà, notre moine de la communication, voilà. Donc en fait, il s'inquiète du consumérisme, évidemment. Alors évidemment, lui aussi, il enfonce les portes, hein, c'est tellement facile. Et donc en fait, voilà. Donc en fait, il nous a mis une belle robe de moine, hein. Voilà, et donc en fait, eh bien, il nous parle de valeurs extérieures. Donc voilà, alors les valeurs extérieures, évidemment, c'est notre saloperie de société de consommation, hein, bien sûr. Mais enfin bon, la société de consommation, elle a du bon parce que quand il faut donner de l'argent, enfin dire à des, à des pôles pour développer la recherche, des pôles en fait qui permettent aussi, tout simplement de guérir des personnes qui sont atteintes de maladies incurables. Je vais vous dire, la société de consommation et puis les gens qui bossent et les gens qui font de l'argent, eh bien on est bien content de les avoir, ok? Donc voilà. Alors bon, et alors évidemment, alors c'est cette personne en fait, ce moine tibéto-européen blanc, eh bien nous parle évidemment de la valeur de l'amitié, bien sûr. Bon écoutez, effectivement, c'est facile de parler de ce genre de valeurs. Évidemment, l'amitié, tout le monde est ok avec l'amitié. Et donc c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait il nous parle toujours de trucs avec lequel tout le monde est d'accord, voyez. Donc en fait, c'est assez facile. Et donc en fait, voilà, donc il nous parle de relations humaines, de qualité, et donc en fait, il nous dit aussi, il faut désirer ce dont on n'a pas besoin. Donc voilà, parce que notre société s'est consommée pour exister. Bon, alors moi je vous dis, faut arrêter de culpabiliser les gens. Les gens, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont dans leur cerveau, ok. Et ça fait 30 ans qu'on est bien content que tout le monde se sert de Facebook et de YouTube et de tout ça. Et maintenant, en fait, il faut culpabiliser les gens par rapport à ça, alors qu'on leur a servi des trucs comme ça. Donc voilà, bon, écoutez, moi je vous vois plus quand même souvent dans des conférences sur les plateaux télé que en prière dans votre monastère. Enfin, je sais pas. Après, moi, je vous ai vu beaucoup aussi, alors sur les chemins, quand il y a beaucoup évidemment de caméramans, et puis quand il y a trop de caméramans, en fait, vous prenez un hélicoptère, voyez. Donc voilà, et ça, c'est aux frais de votre organisation. Mais ça, j'en parlerai tout à l'heure, en fait. Donc voilà, donc vous en fait, vous nous parlez du CO2, ok, effectivement. Vous comparez les Qataris et les Pakistanais. Bon, évidemment, les Pakistanais, on n'est pas du tout dans les mêmes levels en termes de consommation, c'est évident. Et vous nous parlez essentiellement, alors que vous êtes sur, on va dire, un plateau français ou vous faites une conférence en Europe, vous parlez beaucoup des États-Unis. Donc voilà, donc évidemment, et vous faites un lien direct entre le taux de dépression et le consumérisme, et aussi, eh bien, vous nous parlez de Martin Luther King, qui n'a rien à voir avec la choucroute ni avec vous, et vraisemblablement, eh bien, vous avez trouvé en fait une antidote à la dépression, mais vous ne vivez pas dans cette société de consommation, monsieur. Donc voilà, donc là évidemment, alors vous nous balancez évidemment des tartines bouddhiques, mais du bouddhique très digéré, hein, monsieur. Donc voilà, donc évidemment plus de solidarité, voilà, vous nous parlez de violences domestiques,
voilà, il faut plus profiter de vos proches et tout ça, mais quand vous avez un père ou une mère qui est alcoolique, vous faites comment pour profiter de votre famille? Voilà, quand vous avez quelqu'un, je veux dire, qui est complètement dans la dépression, ou quand vous avez un frère qui est dans la drogue, eh bien, vous faites comment avec avec ce que vous avez vous dans la tête? Il y a quand même une dichotomie, vous voyez. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de balancer vos concepts. En plus, la façon dont vous parlez, on sent bien qu'en fait, vous êtes vous êtes le conseiller de plusieurs sociétés, on va dire. Vous parlez comme un financier, en fait. Voilà, moi, c'est ce que j'ai vu, en fait, à travers votre sémantique, parce que moi, à des moines, je leur ai parlé et ils parlent pas du tout comme vous. Hein. Vous avez un discours extrêmement construit. Je peux même vous dire que vous êtes dans une certaine forme, dans une certaine dualité du mental, cher Mathieu. Et donc, en fait, vous nous balancez évidemment tous vos concepts de résilience qui, en fait, ont été créés justement par des psychanalystes et des psychiatres, justement, qui étaient complètement dans la dualité du mental. Et vous n'êtes surtout pas sur des pensées qui sont des pensées justement d'infini. Vous êtes aussi sur quelque chose qui est très fini. Voilà, donc en fait, évidemment, vous nous dites que la résilience pour vous, c'est t'as pas le choix. Donc, t'as pas le choix, tu t'écrases. T'as pas le choix, tu subis. Voilà, c'est ce que vous nous proposez. Mais ça, en fait, c'est pas du tout, en fait, le lien, en fait, qu'il y a avec l'infini, si je peux me permettre, monsieur Mathieu. Et donc, en fait, eh bien, en gros, vous nous dites qu'on n'a pas le choix et donc il ne faut pas se révolter. Alors, c'est intéressant parce qu'en même temps, vous nous parlez de ressources intérieures, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on vit dans une société de consommation, eh bien, les ressources intérieures, on ne les a pas. Et c'est pour ça que vous êtes devenu aussi moine peut-être bouddhiste ou moine bouddhique ou moine relations publiques et bouddhisme ou moine photographe. Donc voilà, parce qu'effectivement, vous avez pu vous enfuir, Mathieu. Et donc, vous avez découvert la joie de vivre et vous avez pu le faire aussi parce que vous appartenez à une famille, en fait, où les gens n'étaient pas des ouvriers, hein, et c'était des gens plutôt qui étaient, on va dire, des érudits. Et donc, ça vous a permis, évidemment, de comprendre cela rapidement et de pouvoir vous enfuir. Voilà, et de trouver un super job d'ailleurs dans votre robe de moine. Donc vous avez trouvé évidemment la solution. La solution, c'est la joie de vivre. Mais voyez, moi j'ai vécu dans des pays communistes toute mon enfance, et je peux vous dire que quand on est dans un pays en fait où il y a une dictature, peu importe laquelle, qu'elle soit capitaliste ou qu'elle soit communiste, vous pouvez toujours parler aux gens de joie de vivre. C'est toujours très compliqué pour eux au quotidien de se dire qu'il y a une joie de vivre quelque part quand vous avez 20% de la population qui veut se jeter par la fenêtre. Donc voilà, donc en fait évidemment vous êtes un peu bisounours, hein, vous parlez évidemment de choses qui n'existent pas. C'est un petit peu comme si moi je suis morte de faim, j'ai pas d'argent, voyez, puis je vais passer devant une boulangerie. Et puis, je vais regarder une religieuse. Bon, vous êtes un moine, mais moi, je vais regarder une religieuse. Je vais me dire, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais me la faire, cette religieuse. Oh là là, c'est génial et tout. Mais sauf que je peux pas rentrer dans la boulangerie, voyez. Parce que, voilà, parce que j'habite pas là où vous habitez et je vis pas les mêmes choses que vous. Donc, la religieuse, je pourrais jamais me la taper. Et donc, je suis devant la vitre, là, en train de baver sur ma religieuse, en train de me dire, oh là là, la joie de vivre, le bonheur, le plaisir. Ah, c'est génial. Mais en fait, je pourrais jamais l'acheter. Parce que pour l'acheter, en fait, eh bien, je peux, pour l'acheter, il faudrait avoir du temps. Et comme le temps sert à travailler, eh bien, la religieuse, on ne peut pas l'acheter. Parce que la religieuse, elle s'achète pas avec de l'argent. Alors c'est pour ça les gens en fait ils sont dans la projection et c'est pour ça qu'ils achètent vos livres. Parce qu'à travers vous en fait ils se projettent sur quelque chose qu'ils ne peuvent pas avoir. Vous êtes leur religieuse, Mathieu. Même si vous êtes un moine. Et donc en fait vous parlez aussi de privation de la liberté. Et donc ça va être un clash entre les générations. Et donc là, en fait, ce qui est intéressant dans votre façon
de structurer, on va dire, ce que vous dites, hein, eh bien, vous dites que ça va être la trahison des générations. Mais vous vous placez où, vous? Parce que il y a quelque chose, moi, qui me dérange. Il y a comme un truc décalé, vous voyez. Parce que vous parlez de choses à des personnes qui se projettent et qui ne peuvent pas, en fait, accéder à cela par rapport à ce qu'elles vivent et par rapport au pays où elles vivent. Vous voyez, c'est comme les Roumains sous Ceausescu, voyez. Eh bien, vous leur parliez de la France, c'était la liberté, c'était les écrivains, c'était tout ça. Et donc, en fait, vous ne faites que qu'envenimer, en fait, les choses qu'ils ne peuvent pas s'offrir, qu'ils ne peuvent pas avoir. Et en fait, vous ne faites que, en fait, donner un espoir à des gens, en fait, dont vous savez très bien qu'ils ne peuvent pas s'en sortir parce que la voie de la désidentification que vous avez vous-même du mal à mener, en fait, elle est incompatible, en fait, avec la société de consommation. Et elle est incompatible avec la façon dont les gens vivent. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous culpabilisez ces gens, vous leur donnez des avertissements. Mais ça sert à quoi? Puisque sous Ceausescu, les gens, en fait, ils pouvaient pas sortir. Ils pouvaient pas sortir, ils peuvent pas sortir, ni d'eux-mêmes. Et donc, vous nous parlez aussi de Greta Thunberg, parce que vous avez un discours consensuel. Alors, au lieu de culpabiliser les gens, sans arrêt en train de le dire, il faut être dans la bienveillance, il faut être dans la résilience, il faut être tout ça. Eh bien, en fait, essayez déjà de faire de la désidentification par rapport à vous-même, parce que en miroir, ça va nous aider. Si vous vous désidentifiez à votre ego, en miroir, les gens se désidentifieront de ce qui les fait souffrir. Voilà, et c'est pour ça que l'image, en fait, que vous véhiculez, la communication que vous faites, en fait, elle est incompatible, en fait, avec des voies hindouistes ou des voies bouddhiques. Parce que vous, en fait, vous servez votre ego. Vous êtes dans l'identification à vous-même. Vous êtes dans la dualité du mental. Mais vous n'êtes pas dans la désidentification. Et c'est la voie des yogis, c'est la voie de la connaissance, c'est la désidentification. Donc si vous voulez aider les autres, au lieu de leur dire des trucs, la bienveillance, l'amitié, machin, tout le monde peut le dire ça, c'est du blabla. Soyez dans la désidentification à vous-même et essayez de récupérer votre soi. Voilà, c'est ce que font tous les bouddhistes. Alors, il y a aussi une chose, pareil, que j'ai vue, qui était assez étonnante, hein, voilà. Donc en fait, vous avez une organisation qui s'appelle Karuna Shechen. Alors c'est intéressant parce que, alors c'est génial, c'est super, une super organisation. Je veux dire, à la fois en Inde et au Népal, enfin, je veux dire, là, chapeau, hein, là, je mets ma poule, hein, je veux dire, là, c'est la Légion d'honneur, je sais pas si vous l'avez eu, hein, mais il faudrait peut-être la demander, hein, parce que là, vraiment, je sais pas si ça existe, la Légion d'honneur en Inde, ou en Chine ou au Tibet. Et donc, en fait, vous faites vraiment beaucoup, beaucoup de choses, hein, de développement et tout ça pour l'éducation et tout. Alors c'est intéressant si vous voulez parce que, en fait, moi, j'ai regardé ça parce que je me suis dit, tiens, c'est super, le mec, il a organisé un truc, il fait plein de choses en Inde, au Tibet, pour les gens, c'est extraordinaire, hein. Enfin, je veux dire, quand on se sert de sa notoriété pour ça, quand même, c'est super. Mais en fait, j'ai regardé votre dossier financier parce que moi, vous voyez, j'avais un ex, c'était un financier, le mec il avait fait Harvard et puis il m'a dit un jour, si tu veux connaître quelqu'un, tu regardes son bilan comptable.
bah, j'ai regardé le bilan comptable, hein, donc j'ai essayé de trouver le dossier financier. Donc il y avait qu'un truc qui traînait sur internet et enfin je veux dire c'était plus je veux dire sans idée pour voyager. Vous voyez, c'était un petit peu ça votre dossier financier visiblement. Il y avait plus de photos que de texte hein, et puis ce qu'il y avait dans le texte, bon moi aussi j'aurais pu l'écrire. Donc bon, c'était un petit peu curieux. Et sur la dernière page en fait, effectivement, bon là on a des camemberts enfin hein. Bien sûr, parce que bon, moi, évidemment, un peu dans la compta, un peu dans tout ça, et puis bon, j'ai quand même été bien dressée, je veux dire, avec mon ex, qui me traitait de poule, qui trouvait que j'avais pas de cerveau et tout ça, donc elle me dit, bah voilà, tu veux connaître quelqu'un, tu regardes ses comptes, hein, tu regardes, voilà, où il met son argent, hein. Et donc en fait, eh ben on a une super organisation. Là vraiment, il y a rien à dire, hein, c'est topissime. Et donc en fait, vous avez donc l'organisation, donc c'est Karuna, ça s'appelle. Donc je vous invite à aller voir, c'est vachement bien. Donc le site il s'appelle Karuna Chechen. Voilà, donc il y a plein de gens qui travaillent visiblement dans cette organisation. Et donc en fait, bon bah le budget global, alors le budget global il est énorme. Hein. Putain, moi quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh, il est en train de faire remonter le PIB du Tibet là, le mec, à lui tout seul. Hein. C'est extraordinaire. 2 517 000 US dollars, donc 2,5 millions de dollars, hein, bien sûr, pour faire voilà, développer des projets en Inde et au Népal. Donc bon, c'est énorme, hein, voilà. Donc je me suis dit au début, waouh, extraordinaire. Et donc en fait, après il y avait donc ce petit camembert, hein, c'est un truc tout petit dans un petit coin. Enfin ça mange pas de pain, hein, c'est le cas de le dire. Et donc, en fait, on ne sait pas trop comment ça marche, hein, mais bon. Alors là, c'était très drôle. Alors, bon, après, moi, je prends le document de 2009, hein, parce que je n'ai pas trouvé après. Ouais, je suis très bête, moi, je suis une poule, hein, vous voyez, voilà. Et donc, en fait, donc, il y a les frais de fonctionnement de 12%. Bon, alors déjà, les frais de fonctionnement, 12% sur 2,5 millions. Ça fait beaucoup d'argent, mes amis. Hein. Ça fait beaucoup d'argent. Hein. Il y a du monde, hein, visiblement. Hein. Mais on ne sait pas. Il n'y a rien. Et puis, il y a des frais de communication pour l'appel aux dons. Bon. Alors, les frais de communication pour l'appel aux dons, c'est 12% aussi. Vous avez vu des campagnes Karuna chez Shen. Bon, moi, à part Mathieu Ricard, que je vois sur... voilà, parce que c'est l'organisation, évidemment, du moine bouddhiste Mathieu Ricard. Bon, bah, voilà, il passe sur les plateaux télé et tout ça. Mais bon, à part la com là-dedans, moi, je vois pas le truc, quoi. Je me suis dit, quand même, enfin, ça fait du lourd, hein, 12%. Hein, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup, hein, mes amis, hein. Ça fait à peu près 300 000 €, hein, mine de rien. Et 300 000 €, enfin, je veux dire, ça en fait des campagnes de com, hein, ou des conférences, ou des trucs comme ça. Hein. Beaucoup, hein. Et donc, après, en fait, je suis tombée sur un truc. Donc, en fait, donc cette organisation, donc, qui est une organisation, une association caritative, hein, c'est une association caritative. Hein, donc, en fait, c'est très bizarre comment c'est organisé. Parce que, moi, vous voyez, les associations, il n'y a pas de filiale. Et là, en fait, il y a une filiale à Hong Kong, en Europe, en Suisse et aux États-Unis. Et puis, il y a, on va dire, des affiliés. Alors, moi, je ne savais pas que les associations, il y avait aussi des affiliés. C'est comme, c'est comme des organisations, vous voyez, financières ou fiscales, ou voilà, ce genre de choses. Vous avez des affiliés, des entreprises. Et ça fonctionne comme une entreprise, donc Canada, Royaume-Uni, donc c'est les affiliés. Et donc en fait, alors de 2019 à 2020, alors le budget a augmenté, donc on est passé de 2,5 millions à 2,6 millions. Et le budget, on va dire moyen des frais de fonctionnement et des frais de communication s'élève à 21%. C'est vachement bien, 21%. Vous savez combien ça fait? Ça fait 549 570 €. Enfin, ou dollars, peu importe. L'équivalent, c'est 54 heures en jet privé.
L'équivalent, c'est 63 Rolex Submariner. Voilà. Donc, en fait, on peut dire une chose, c'est que notre ami qui développe des concepts, visiblement, qui sont des concepts, enfin moi, quand je l'écoute, j'ai l'impression qu'il parle plus à des financiers qu'à des gens de terrain. Ben, voilà, c'est quand même assez étonnant, vous voyez. Je pense qu'il y a des moines, en fait, ils utilisent la bienveillance pour eux-mêmes. Voilà. Ils ont compris le système, ils ont compris leur soi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors, je vous conseille aussi d'aller voir parce qu'il y a quand même des gens évidemment autour qui font des trucs super hein, au niveau des projets et tout ça en Inde. Moi, je trouve ça très bien. Hein, moi, j'adore tout ça. Mais je dois quand même dire une chose et je me permets de le dire. Lorsque j'étais au Laos, il y avait plein d'organisations, d'ONG. Et en fait, malheureusement, après, c'est peut-être pas le cas dans cet exemple-là, mais malheureusement, en fait, les ONG utilisent beaucoup plus les fonds qui sont alloués dans des dons pour leur mode de fonctionnement que pour réellement, en fait, les projets qui sont sur le terrain. Parce que honnêtement, avec 549 770 € de frais de fonctionnement, je veux dire, on peut faire énormément de choses. Enfin, je veux dire, on peut construire une ville, hein, enfin un village, enfin, on peut faire des trucs énormes. Hein. On peut même construire des... enfin, je veux dire, c'est énorme. Donc, moi, quand je vois qu'il y a autant d'argent en frais de fonctionnement et en frais de communication, bon, bah voilà, je vous le dis carrément, ça me choque. Hein. Après, j'ai une poule sur la tête. Hein. Moi, j'ai pas de cerveau. Hein, donc voilà. Allez, salut!